Et si la Terre sous vos pieds retenait son souffle? Et si le silence de l'océan était un compte à rebours? Nous couvrons les moments où la planète parle. Et les quelques braves qui ont appris à écouter, c'est la ligne entre la catastrophe et la survie. Voici l'éveilleur du Tanzl. L'air nocturne à Honolulu était doux et calme. Il était 3 heures du matin le 10 novembre 2025. Le long de la plage de Waikiki, les seuls sons étaient le clapotis doux des vagues et le bourdonnement lointain de la ville endormie. Dans les foyers d'Oahu, les familles dormaient paisiblement. Les touristes dans les hôtels de grande hauteur rêvaient, inconscients de l'immense puissance qui se formait à des milliers de kilomètres de là. Le vaste océan Pacifique s'étendait comme une grande couverture sombre. Loin au nord-ouest, dans la froide et sombre fosse des Kouriles et Kamchatka, la croûte terrestre avait cédé. Une section monumentale de la plaque pacifique, frottant contre la plaque d'Okhotsk depuis des siècles, a soudainement basculé. Les premiers avertissements ne viennent pas de la mer, mais de la Terre elle-même. Des ondes sismiques déclenchent des alarmes mondiales. Au centre d'alerte au tsunami du Pacifique, les écrans s'illuminent, la magnitude grimpe. 8,6, 8,7, 8,8. Un tsunami est maintenant certain. La confirmation vient des profondeurs de l'océan. Une bouée d'Art signale une houle implacable de 3 mètres. L'alerte est lancée. Le temps presse. 4 heures avant l'impact. Le premier signe de problème n'est pas arrivé comme un son, mais comme un pic sur un graphique. Les stations sismiques du pourtour du Pacifique ont détecté les ondes primaires du tremblement de terre. Instantanément, les données ont été transmises au centre d'alerte au tsunami du Pacifique situé sur l'île de Ford. L'équipe de nuit a été mise en état d'alerte maximale. Les systèmes automatisés ont signalé un événement majeur. Quelques minutes plus tard, des calculs révisés l'ont poussé plus haut, 8,8. Les yeux se sont tournés vers les bouées d'Art, des enregistreurs de pression au fond, transmettant des signaux aux bouées de surface, relayant par satellite en temps quasi réel. La confirmation est venue rapidement. Une grande vague de longue période traversait le Pacifique à toute vitesse. Les modèles ont prédit la trajectoire, la vitesse et les heures d'arrivée. À 3h15 HST, le PTWC a émis une alerte tsunami pour tout Hawaï. Le cri numérique a retenti. À 3h15 du matin, l'alerte est lancée. Le compte à rebours a commencé. 4h20 avant l'impact. À 3h30 du matin précisément, le silence de la nuit hawaïenne fut déchiré par un son que peu de gens avaient entendu en dehors des tests mensuels. Le système de sirène anti-catastrophe commença son gémissement plaintif, montant et descendant. Simultanément, les téléphones s'illuminèrent. Alerte au tsunami en cours. Rendez-vous sur les hauteurs ou à l'intérieur des terres immédiatement. Les télévisions et les radios hurlèrent des tonalités d'alerte tandis que les gens se réveillaient, confus et effrayés. Le HIMA activa son centre de commandement. La déclaration du gouverneur débloqua des ressources et l'autorité d'évacuation. La police inversa les flux sur les autoroutes, dirigeant toutes les voies vers l'extérieur des zones d'inondation. Les premiers intervenants firent du porte-à-porte avec un message simple. « N'attendez pas, partez maintenant ». Les hôtels mirent en œuvre des plans d'évacuation verticale, tandis que les familles, à pied et en voiture, se déplaçaient rapidement vers la sécurité. L'alerte au tsunami a déclenché une réponse fédérale automatique et massive. La FEMA a activé son Centre national de coordination des interventions. Des ressources ont été prépositionnées. Eau, fournitures médicales, abris temporaires, des avions prêts à décoller dès que les aérodromes seraient sûrs. Le commandement Indo-Pacifique des États-Unis a ordonné aux navires de se diriger vers les eaux profondes, plus sûres face au tsunami et prêtes pour le sauvetage. Les moyens de la garde côtière et de l'armée de l'air ont été préparés pour les opérations de sauvetage et de logistique post-impact. La NASA a surveillé la surface de la mer. L'USGS a suivi les répliques, la science affinant les prévisions. La coordination était sans faille. Carte partagée, chronologie partagée, urgence partagée. La machine fédérale s'est mise en marche par anticipation, garantissant que l'aide affluerait dès que les vagues se seraient calmées. Un tsunami est la colonne d'eau entière en mouvement. Rien à voir avec une vague normale.
En eau profonde, elle est longue et basse, mais transporte une énergie immense sur de vastes distances. À mesure que la profondeur diminue, la vague ralentit et se comprime. Sa hauteur peut s'amplifier de façon spectaculaire. 1 mètre au large peut devenir 10, 20, voire 30 mètres à l'arrivée. Le creux peut arriver en premier. Le retrait, une retraite étrange exposant le fond marin et les poissons échoués. Pour ceux qui savent, c'est le dernier avertissement avant la crête. Un tsunami arrive sous forme de train de vagues. La première n'est pas toujours la plus destructrice. Les vagues qui se chevauchent créent de violents courants qui démolissent les bâtiments et ravagent les paysages pendant des heures. À 7h38 du matin à Hilo, la mer s'est retirée de façon spectaculaire. Quelques minutes plus tard, un mur d'eau en crue a submergé la digue et inondé le centre-ville. Dans le port de Kaului, les relevés ont enregistré 3,49 mètres alors que les bateaux arrachaient leurs amarres. Les jetées se sont effondrées. Les conteneurs sont devenus des béliers. L'accès côtier a été coupé. Sur Oahu, Waikiki a été inondé. L'avenue Kalakaua est devenue une rivière peu profonde, mais les évacuations ont tenu bon. Des milliers de personnes ont regardé, depuis les étages supérieurs, l'océan engloutir le sol en contrebas. Les écluses complexes de Pearl Harbor ont amplifié les ondes de tempête. Les petites jetées ont souffert, mais la flotte était en sécurité en mer. Pendant des heures, les vagues sont arrivées, boue, bois brisés et les débris d'un littoral ravagé tourbillonnant en déferlantes incessantes. Alors que la force des vagues commençait à s'estomper, la phase suivante a débuté. Des hélicoptères ont survolé les côtes inondées à la recherche de survivants. Des personnes ont été retrouvées sur les toits et accrochées à des débris. Des aéronefs de la Garde nationale ont transporté des sauveteurs dans les zones isolées. Les premiers intervenants locaux se sont rendus dans les zones inondées à mesure que les eaux baissaient. Ils ont fouillé chaque structure, soignant les blessés au milieu des bâtiments instables et des eaux dangereuses. Les abris sont devenus des centres opérationnels. De la nourriture, de l'eau, des vêtements et des soins médicaux ont été acheminés à des milliers de personnes. Le nombre de morts a été miraculeusement faible, un témoignage de l'alerte et de l'évacuation. Le succès n'était pas dû à la chance, mais à un système complexe de science, de technologie, de planification et de confiance publique. Les capteurs et les modèles ont fourni des avertissements clairs et opportuns. Les tragédies passées ont enseigné de dures leçons. Des décennies d'exercices et de routes balisées ont préparé le public. La pratique a transformé l'alarme en une action ordonnée. La confiance était l'ingrédient clé. Lorsque les sirènes ont retenti et que les téléphones se sont allumés, les gens ont agi. Une coopération sans faille, sans conflit de compétences, juste un partage d'informations et un plan d'action commun. Des actions stratégiques, comme le déploiement de la flotte, ont protégé les biens et préparé le terrain pour la riposte. Le commandement unifié a rendu la réponse rapide, efficace et efficiente de la première à la dernière minute. Au lendemain de la catastrophe, les récits qui ont émergé n'étaient pas ceux de la destruction, mais ceux de l'humanité. Un pompier, de l'eau jusqu'à la taille, transporte des enfants en lieu sûr. Une femme âgée est retrouvée, serrant son chat contre elle. Le personnel de l'hôtel reste sur place, guidant les clients jusqu'à la dernière minute. Dans les abris, les inconnus deviennent une famille. Partageant nourriture, histoire et réconfort. Les divisions de la vie quotidienne disparaissent tout simplement. Ce qui reste est une vérité crue et partagée. Ensemble, nous endurons. En fin de compte, les données révèlent une vérité plus profonde. Nous ne sommes pas les maîtres de cette planète, mais ses locataires. La Terre parle, et la vraie question est, pouvons-nous l'écouter? Notre survie n'est pas une histoire de domination, mais d'humilité. Notre technologie, les bouées, les capteurs, est simplement l'oreille de l'humanité, posée sur le battement de cœur de la planète. C'est le paradoxe humain. Nous sommes fragiles face à la puissance de la nature, mais formidables dans notre volonté de nous adapter, de nous unir et de perdurer. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, la réponse s'est transformée en rétablissement. Les dégâts étaient frappants à Hilo et Kaului. La reconstruction prendrait des années et coûterait des milliards. Mais l'histoire marquante fut celle de la résilience humaine. Des voisins, des premiers intervenants, une communauté unie.
Les analystes ont constaté des lacunes de capteurs et des goulots d'étranglement de communication à améliorer. La même vague a envoyé des alertes à travers le pourtour du Pacifique. Le risque partagé exigeait une responsabilité partagée. Le système d'alerte au tsunami du Pacifique, l'une des grandes collaborations scientifiques mondiales, a sauvé des vies. Lorsque les nations ont travaillé ensemble, elles ont accompli l'incroyable. Nous ne pouvons pas contrôler la Terre, mais nous pouvons écouter et agir ensemble avec humilité et science. Les sirènes qui ont réveillé Hawaï étaient un cri d'alarme, mais la réponse qui a suivi fut un chant d'ingéniosité humaine, de courage et d'espoir. La survie dépend de notre capacité à écouter les avertissements de la planète et à les traduire en action. Le progrès ne consiste pas à dominer la nature, mais à s'aligner sur ses signaux. Humilité, science et coopération. L'héritage de cet événement est la vigilance et la connexion, une marque permanente qui renforce la détermination. La sirène silencieuse est le signal de la planète. Notre civilisation dépend de notre volonté de l'entendre. Une plongée profonde dans la plus grande course de l'humanité contre la nature. Gagnée non par la force, mais par l'écoute, la planification et l'action unie.